Donc, mesdames, messieurs, au nom de l'équipe des Colonnes et de vous tous, qui êtes des habitués maintenant de ces réflexions, de ces échanges, ces partages sur le décodage de l'actualité durable, je vous salue et je vous remercie d'être fidèles à ces rendez-vous qui sont pour nous aussi très utiles puisque vraiment nous échangeons. Euh, donc, en cette rentrée qui a une particularité, je pense, c'est une particularité de nature. C'est-à-dire que là, on n'est plus simplement dans l'avancement de tous nos sujets un peu de façon linéaire. Là, on est en train de faire des sauts de nature et des sauts très, très, très importants dans l'organisation sociale, économique et autres, dans la conception des choses, on va le voir. C'est pas facile, donc, dans cette rentrée de voir clair entre toutes les pressions petites et grandes qui nous affectent et de sentir comment les entreprises vont naviguer à l'intérieur, ou doivent, ou devraient, ou peuvent naviguer à l'intérieur de ce maelstrom. Voilà. Alors, je vous propose donc de faire comme d'habitude avec une méthodologie que je rappelle qui est assez simple, c'est qu'on essaie, nous, de réfléchir à ce qui se passe et de trier ce qui nous paraît significatif, donc de ne pas s'attarder sur toutes les informations que vous connaissez, que vous avez eues et qui font partie du lot, mais de garder un peu les tendances et de remonter un peu la réflexion pour essayer de comprendre un peu les tournants qui se prennent. Voilà. Donc, on est un peu sur les mégatrends, on essaie de sentir un peu les sujets de fond et de voir comment tout ça s'articule. C'est notre grille de lecture que je vous soumets et qu'on essaie de faire humblement. Voilà. Alors, dans le contexte aujourd'hui particulièrement agité, ben oui, on est en contexte de guerre, donc comment ne le saurait-on pas, conséquent du fait des évolutions et quelles initiatives donc garder, partager ensemble. Je vous propose en fait de prendre du recul en cette rentrée avec l'aide de deux experts qui compléteront, challengeront, critiqueront aussi les choix que je vous propose. D'une part, Karine Viel, qui dirige le département du développement durable du groupe Monoprix et qui est vraiment sur le devant de la scène de cette rentrée puisqu'elle est sur les sujets de consommation, de pouvoir d'achat, d'adaptation des structures d'entreprise aux exigences de sobriété, on en reparlera. Et donc, Karine a un très, très beau poste d'observation et est un esprit aigu et pertinent et compétent depuis des années sur tout ça, avec beaucoup de franchise que j'apprécie particulièrement. Donc, je sais qu'elle nous aidera à décoder cette actualité. Je demanderai ensuite à Stéphane Voisin de nous aider à rentrer dans le jeu international européen à travers notamment les débats sur le reporting qui sont vifs. Il faut les évoquer parce qu'ils mettent en cause des orientations de fond, d'une part, mais d'autre part aussi l'organisation générale un peu du jeu via la finance qui est maintenant un des acteurs de la transformation aux côtés des entreprises. Donc, merci Stéphane de nous apporter ton expertise. Alors, pour commencer assez rapidement, je structure un peu les choses de la manière suivante. C'est vrai que cet été n'a pas été comme les autres et du fait des températures qui servent un peu de crash test sur nos populations un peu partout dans le monde, pas simplement en France, en Europe. Et du coup, la prise de conscience du basculement en cours, elle est rentrée vraiment dans la société, dans les sphères gouvernementales, on va le voir, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'elle coïncide avec une transformation forcée due à la guerre en Ukraine, une transformation forcée de la politique énergétique européenne et donc de la nôtre. Et ça, évidemment, c'est extrêmement conséquent ce qui est en train de se passer. Donc, on voit néanmoins beaucoup d'acteurs se mobiliser, beaucoup de communautés s'organiser, je voudrais y venir, parce qu'il me semble que c'est un des points caractéristiques aussi de la situation, c'est une sorte de mise en avant, de captation du sujet par énormément de communautés qui s'en emparent. Avec un défi qui est celui qu'il faut qu'on ait à l'esprit, mais là, il est très lisible aujourd'hui, c'est est-ce que dans le contexte démocratique, on va savoir relever
ce défi de la sobriété, bien sûr, sobriété que le chef de l'État voudrait qu'elle soit choisie, sera-t-elle choisie ou subie, et est-ce qu'on va savoir le faire sans se briser? Voilà, c'est la très grande question en fait qui nous est posée aujourd'hui et qui appelle des modes d'organisation différents et de la part des entreprises, évidemment, des investissements. Alors, dans cette prise de conscience, j'ai pris la une de l'Obs parce qu'elle résume assez bien aujourd'hui cette demande de conciliation. Le mot est faible, on n'a pas le choix, il faut associer transition écologique et justice sociale. C'est quelque chose qui en recherche depuis pas mal de temps, mais évidemment, on a tous le sentiment de marcher un peu sur le bord de la falaise maintenant. Ce qui est très clair, c'est qu'on veut éviter les blackouts dû au phénomène de consommation excessive, aux pénuries d'offres d'autre part, et que ceci entraîne une problématique de pouvoir d'achat, donc une problématique de répartition de la richesse. De redistribution, de régulation. Et là, on voit que les États, les gouvernements, d'une façon démocratique chez nous et un peu partout, sont confrontés à un nouveau besoin de pilotage. Et les sociétés elles-mêmes à des exigences d'acceptation et d'adaptation. Le mot adaptation, déjà, du reste, vient remplacer peut-être un peu celui d'atténuation, qui ne réussit pas à faire d'atténuation, et donc il faut faire de l'adaptation puissance 4, 5, et du reste, avant l'été, la Caisse des dépôts avait réuni tous les acteurs à Paris sur ce thème de l'adaptation, considérant qu'on n'allait pas assez vite si on veut éviter le rationnement et ces risques de séparatisme climatique qui se manifestent ici et là. Voilà. Donc, la demande de sobriété qui est faite à nos sociétés, rappelée par Mme von der Leyen au niveau européen, éclairée techniquement par les travaux très sérieux d'RTE, par la Première ministre qui nous incite à y aller, c'est quand même un nouveau paradigme. Alors, on ne peut pas comparer à celui de 73 du premier choc pétrolier, parce que là, il va falloir y aller dans la durée, il va falloir y aller pas simplement dans les éco-gestes, mais dans la transformation fondamentale si on y arrive. Bon. Il faut coupler cette demande de nouveau paradigme social d'usage des énergies à la transformation des stratégies en Europe du fait de la guerre que nous n'avions pas prévu, n'avions pas voulu, mais qui entraînent des ruptures, des ruptures très conséquentes. Alors d'abord, les États sont en train de prendre là-dessus, donc on peut oublier toutes les stratégies de libéralisation de l'énergie qui nous ont marqué depuis 10 ans. C'est fini, les énergéticiens n'ont plus de marge de manœuvre, ils sont tous aujourd'hui dans la main des États qui fixent même les prix, qui fixent les régulations, qui fixent les achats. Bon, donc on a là entre guillemets une appropriation, une nationalisation du jeu énergétique qui est énorme. Qui va, c'est pas l'un des résultats les moindres, qui va jusqu'à aussi capter sur les résultats, rentrer un peu à travers la décision qui a été faite au niveau européen de prélever sur les contributions des énergéticiens, d'aller même chercher la rémunération juste et autres qu'ils doivent avoir, et pas, mais on sort de logique complètement politique, économique sur ce système. Bien évidemment, le plus important, c'est la façon dont l'Allemagne renverse la table de ses choix, jusqu'où cela ira, le temps que ça prendra, mais on est évidemment là dans une inflexion historique, totalement historique. Bon. Qui a des conséquences évidemment sur le modèle économique allemand et autres. Donc, on voit bien que ces transformations-là extrêmement lourdes, elles posent des défis de coûts, il va falloir les intégrer, géopolitiques, on change de partenaire partout, forcé, technologique, bien sûr, GNL, l'hydrogène et autres, et donc des besoins d'adaptation avec des entreprises qui sont perdantes pour certaines en ce moment, le secteur du verre, d'autres qui souffrent considérablement, d'autres qui vont peut-être s'adapter, et entre les deux, beaucoup de changements de structure de coûts. Et donc, on rentre à nouveau là dans un accompagnement public-privé qui va modifier la donne dans les rapports public-privé, parce que l'énergie est la mère de toutes les batailles, évidemment. Donc, on voit bien
qu'on n'est pas dans une situation banale. C'est tout le contraire, et elle doit tirer, évidemment, elle va tirer tout le reste, et donc, non pas dans un sens du sauve qui peut, mais dans un sens de la durabilité. Est-ce que nous sortirons plus durables dans les mois qui viennent? C'est vraiment la question. Alors, un facteur positif dans cette énorme maelstrom, c'est quand même la mobilisation de beaucoup d'acteurs dans la société. J'ai assez frappé de voir, enfin, il y a deux types de catégories d'acteurs, hein. Il y a ceux qui s'y mettent et s'engagent, et ils sont très nombreux. Il y a une sorte de multiplication des communautés actives. Et puis, il y a ceux qui disent aidez-moi, 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 notamment dans le domaine des entreprises. Alors, je cite là dans le domaine des entreprises le secteur automobile qui, lui, n'ayant pas su finalement, n'ayant pas voulu la transformation, l'ayant subie par les normes, aujourd'hui demande encore un peu de temps, Monsieur le Bourreau. C'est assez intéressant, mais en fait, c'est simplement pour négocier. Tous les secteurs vont s'adapter, mais on est dans une transformation du rapport entreprise et société qui ne sera plus simplement la loi ou le marché, et qui va être plus que jamais le contrat. Et ça, on le voit venir très, très nettement avec, notamment dans les débats parlementaires aujourd'hui, des discussions sur les bonus-malus et sur, alors ils sont dans les licenciements, on les a mis, mais ça, c'est vraiment en termes de politique durable et de politique de donnant-donnant de responsabilité, une transformation. On a besoin des entreprises et en même temps, il faut qu'elles rentrent dans le jeu. Et donc, il faut que l'État trouve les outils. Voilà. Alors, par rapport à ça, on voit bien que la formation est rentrée en tête des chantiers, c'est comprenez ce qui se passe, mesdames, messieurs les citoyens. Donc, Valérie Masson-Delmotte a commencé à évangéliser les décideurs. La Première ministre annonce 25 000 fonctionnaires et tout le reste. Donc, il va falloir que plus personne ne peut nier qu'il ne voit pas et ne comprend pas ceci. Et dans les 2-3 ans, on espère qu'en même temps, les acteurs de l'enseignement auront fait aussi le boulot. C'est vrai dans les communautés actives, hein, qui vraiment s'investissent, et plus largement, je dirais que les acteurs, ce qui est intéressant, on l'a vu dans l'Université Demain qui a réuni un monde fou, d'autres l'ont constaté à ProDurable, le sommet Convergence. Enfin, c'est impressionnant de voir les rassemblements de communautés ici et là qui abordent le sujet de manière assez holistique, d'ensemble, c'est-à-dire, et finalement, transformons la société. Ne nous contentons pas simplement d'adaptation, même si parfois ça prend des formes un peu anecdotiques ici et là. Je m'étonnais que finalement l'échec du traité de protection de la haute mer n'ait pas suscité un grand débat dans les médias alors que c'était un rendez-vous. Voilà. Donc un peu le paysage politique vient au secours de la situation. Bon. Mais ceci pour nous rappeler que, en fait, nous avons un défi de méthode. Alors, c'est vrai dans les entreprises, je vais y venir, mais c'est vrai aussi de manière générale. Et cette situation-là, elle va nous obliger à travailler autrement. Les politiques publiques doivent réinventer des politiques d'accompagnement. Alors, c'est ce qui se passe avec le bouclier énergétique aujourd'hui, mais il y a évidemment une pression qui va s'exercer sur les catégories à niveau de vie élevé. Je rappelle la phrase d'Éloi Laurent, bon économiste, qui dit il n'y a que les élites néolibérales pour croire que nous vivons dans des sociétés de liberté et d'abondance. La fin de l'abondance, pour qui? Bon. Et ça, c'est un débat qui n'est pas tranché. On n'a pas trouvé le pacte social qui allait accompagner aujourd'hui, je dirais, à travers la volonté de sobriété, la durabilité de nos modes de production et de consommation. Et ça, dans les élections actuelles, les tendances vont et viennent autour de ça. C'est pas clair en Europe, hein, on le voit. Et donc, la façon d'éviter aux catégories précarisées de tomber d'une part et de permettre aux autres d'accompagner d'autre part est un véritable défi politique qui va nous occuper et dans lequel les entreprises vont jouer leur rôle. Alors, les entreprises ne peuvent pas simplement être dans une démarche de demander de l'assistance, des soutiens, comme je dirais pendant le Covid. Elles sont acteurs aujourd'hui de ceci plus que jamais. Alors, Karine, tout à l'heure, nous donnera l'exemple de la distribution. Mais je dirais que en balançant ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, que du côté des entreprises, moi j'ai noté, si vous voulez, les tendances suivantes dans cette rentrée. D'abord, à travers la littérature anglo-saxonne, on voit très bien
qu'il y a quand même une critique un peu des acteurs. C'est ce que dans les économistes, ils appellent le market power, c'est-à-dire qu'on note quand même que les résultats très, très positifs des entreprises ces dernières semaines, ces derniers mois, que la capacité des grandes entreprises à s'adapter démontre bien quand même véritablement une vitalité aujourd'hui du monde économique, à peser sur les prix, sur les parts de marché, etc., et sur les fournisseurs. C'est là où il y a eu un appel du président de la BPI qui dit attention, attention, vous affaiblissez le réseau PME. Bon, que le lobbying touche la négociation fiscale internationale est en train de ralentir. Bon, donc on a du côté des entreprises une affirmation de puissance qui est pas nulle. Pour autant, le CDP a publié cette étude très intéressante montrant que dans les indices du G7, on est quand même dans une trajectoire à plus de 7 aujourd'hui, 2050, et de 3 en France, on n'est pas proche des 1,5. Bon. Et ces situations qui sont préoccupantes. Le secteur du lait vit une situation tragique, mais on ne voit pas comment les industriels collaborent avec leurs producteurs. Mine, ça n'avance pas dans le responsable, et c'est le débat sur lequel Stéphane Voisin va nous éclairer tout à l'heure. Emmanuel Faber, au nom de l'ISSB, nous dit qu'après tout, la matérialité, au sens de la mesure des impacts sur la société, ce n'est pas le plus important et qu'il faut mesurer les choses avec plus bon, peut-être de simplicité. Je laisse ce débat à Stéphane. Il est très important, car la question est de savoir si le durable, il est fait pour améliorer les entreprises ou s'il est fait pour améliorer la société et les entreprises. Bon, donc là-dessus, attention, et puis on se pose du coup, il y a des études intéressantes qui sont sorties. On l'a vu pour cet été, je note que pour les entreprises, la question de l'eau, qui était assez anecdotique jusqu'à aujourd'hui, va devenir tout à fait substantielle. Alors, il y a des initiatives qui se prennent, FCD, donc la distribution, Karine va compléter ceci. Aujourd'hui, dans les médias, les médias sont en train de se mobiliser pour savoir comment accompagner la pédagogie sur le climat. Les banques s'y mettent, je cite le patron du Crédit Mutuel, qui propose un engagement au niveau social très, très fort, mais aussi dans le cadre de notre communauté. Alors, pour ceux qui connaissent MR21, nous allons publier une étude sur la montée en puissance des collectifs salariés dans les entreprises qui viennent relayer les directions de développement durable, parfois de manière un peu spontanée du reste. Entreprises et Progrès qui a annoncé un peu ce que devaient être des principes démocratiques applicables aux entreprises à propos de la question de Russie. Et puis, je termine sur cette phrase du président du MEDEF qui est intéressante parce qu'il dit on est en train de faire des choses qu'on ne sait pas faire, quoi. Il faut rentrer dans un défi qui, certes, planifions, ce qui est étonnant pour un vrai libéral, c'est pour ça que c'est intéressant de le citer, mais qui dit comment on va le faire ensemble. Voilà. Donc, on voit bien qu'entre ceux qui avancent et ceux qui troublent, les entreprises sont dans la difficulté. 2 livres essentiels pour terminer, très importants, 2 livres très importants de rentrée. Celui de Timothée Paré, Ralentir ou Périr, qui fait vraiment une analyse de la décroissance d'un point de vue économique, que je vous conseille parce qu'il montre que la décroissance, en fait, le mot est polémique, mais c'est l'économie du bien-être. Du mieux-être, et Dominique Bourg qui a une vision holistique très puissante sur en quoi l'économie durable change nos repères et doit intégrer aussi une vision un peu spirituelle du sujet. Donc, 2 livres à ne pas manquer. Et maintenant, donc, fort de ces réflexions avec une certaine gravité que le contexte nous oblige à avoir, inquiétude pour certains sujets, mais aussi volonté de transformation, car ce ne sont pas les solutions et les outils qui nous manquent, et la capacité d'organisation qui nous manque. Et je pense que là, sur ce sujet, comme je l'ai évoqué, la question démocratique va être un levier très important. Elle doit sortir gagnante de cette situation. Eh bien, je voudrais là proposer à nos 2 invités experts maintenant de challenger ce que j'ai dit. Donc, je passe la parole en premier à Karine Vielle, qui, en cette rentrée, encore une fois, est sur l'estrade en matière de suivi de la consommation et des comportements des consommateurs aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat et d'attente. Comment ça se passe? Comment
distributeurs font, comment vous voyez aussi les mouvements de fonds. Et Stéphane Voisin, en tant qu'expert sur la finance durable, poursuivra sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Karine, puis-je vous passer la parole maintenant? Oui, Voilà. avec plaisir, Patrick. Merci de m'accueillir. Euh, En effet, vous le disiez, hein, moi j'ai l'impression, ça fait donc 10 ans que je suis directrice du développement durable de Monoprix, ça fait 15-16 ans que je travaille dans cet univers et j'ai l'impression que rarement les tensions, les divergences, la schizophrénie a été aussi difficile à gérer qu'en ce moment. Parce qu'à la fois, et c'est fantastique, la prise de conscience climatique environnementale n'a jamais été aussi forte. Après la guerre en Ukraine, l'été qu'on vient de passer, en effet, les gens ont pris conscience de ces enjeux, de l'urgence de ces enjeux. Ils ont pris conscience aussi de l'interdépendance, des interdépendances liées à la mondialisation, aux problématiques d'autonomie, de souveraineté. On n'avait plus de moutarde dans les rayons, ni de cornichons. Voilà, on se rend compte aussi de cette instabilité géopolitique et avec cette mondialisation qui nous fragilise. On a ces appels à la sobriété qui, encore il y a quelques années, étaient sans doute des gros mots que personne n'osait prononcer. Donc, en fait, ça, c'est complètement incroyable et ça s'est fait, voilà, l'accélération de ces derniers mois, années a été incroyable. Et en même temps, on voit les problématiques d'inflation qui sont très difficiles à gérer pour les particuliers, pour les entreprises, pour nous tous. Et cette crispation sur les enjeux de pouvoir d'achat, un climat qui est très anxiogène, et qui, en fait, quand on travaille dans la distribution, on a une vraie résonance sur le pouvoir d'achat, mais aussi le vouloir d'achat des Français. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'attentisme, les gens ont peur, les gens, voilà, en fait, appréhendent l'avenir. Et voilà, et du coup, on est en effet à devoir jongler avec tout ça. Et c'est en ça que j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis au quotidien dans mon entreprise et dans mon métier, que les tiraillements, voilà, ils n'ont jamais été aussi forts pour essayer de réconcilier tout ça dans les entreprises, entre les individus, au sein même des individus, en fait, parce que c'est vrai qu'on est tous aussi un peu schizophrènes nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de sobriété, en même temps, on ne veut pas renoncer à notre confort. Voilà, il y a à la fois cette quête de sens, cette problématique de pouvoir d'achat, et puis ces injonctions court terme, long terme. Enfin, en tout cas, moi, je vois au quotidien qui sont très difficiles à gérer parce que le court terme voilà, prend beaucoup, beaucoup de place et que moi, mon métier, c'est de construire du long terme et je vois à quel point, en ce moment, c'est difficile. Voilà. Peut-être juste remettre le contexte de Monoprix pour que Oui, vous n'hésitez compreniez pas. mieux. Voilà, Monoprix, donc c'est une enseigne de centre-ville, un positionnement premium assez unique dans la distribution, quelque part entre le supermarché et le grand magasin, qui historiquement a toujours eu pour mission de démocratiser le beau et le bon et a, sur ces sujets de consommation responsable depuis 30 ans, été particulièrement engagé. Donc, accompagner ses clients vers du consommer mieux, de la consommation plus responsable. On a, je pense, un ratio de produits labellisés, bio, équitables, etc. dans nos magasins qui est bien supérieur à la moyenne du marché, qui est presque le double. Oui. Donc, en fait, on Oui. a, sur ces sujets, poussé les curseurs assez loin et on avait des ambitions fortes de faire progresser cette part de chiffre d'affaires responsable dans notre business. Et voilà, et puis avec cette volonté aussi d'expérimenter, d'accompagner ces nouveaux modes de consommation autour du bio, autour du vrac, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit cette crispation sur ces problématiques de pouvoir d'achat avec une vraie polarisation de la consommation entre le discount d'un côté et le premium responsable de l'autre. On voit qu'aujourd'hui, les enseignes qui gagnent de la part de marché, c'est Lidl, Leclerc, Voilà, enfin ceux j'allais qui dire. font Voilà, on du revient très au bas. prix. On revient au prix. Le prix, le prix. Et ça, c'est évident, on le constate. On le constate dans nos magasins, on le constate sur le marché, on le constate aussi dans la chute du marché du bio là, qui est autour de moins 20%, qui était autour Ouais, de ça moins c'est très 20%. Ça, c'est quand facile. même… voilà. Et donc, chez Monoprix, on a aussi l'enseigne Naturalia qui souffre, enfin qui souffre moins que le marché, mais qui souffre quand même. On voit ces acteurs du bio qui sont très fragilisés. Voilà. Et puis la réaction des enseignes, hein, vous le voyez dans les discours, c'est les prix bas, les prix bloqués, le pouvoir d'achat. Enfin voilà, ça s'est tendu sur ces sujets-là. Et on voit dans nos magasins que clairement, c'est ces produits-là qui aujourd'hui ont la préférence de nos clients. Donc dans ce contexte-là, et plus l'inflation. On est à peu près à 8% d'inflation là, en ce moment sur les produits grande conso et encore plus marqué sur les marques distributeurs.
Ouais. Donc ça, il faut gérer ça, les négociations qui ne s'arrêtent plus et qui sont très tendues avec les fournisseurs, grandes marques nationales, des fournisseurs sur les produits frais, plutôt des acteurs du monde agricole qui sont à la peine aussi. Oui. Voilà, on voit aussi les difficultés d'approvisionnement tout court, hein, c'est-à-dire que moi j'ai des acheteurs qui me disent bon, ben, en fait oui, ok, on a pris des engagements, mais en fait là, la question c'est même pas de savoir si on veut du produit bio ou du produit plus responsable, c'est On juste n'en a est-ce qu'on pas. va avoir des produits dans nos rayons. Et donc là, ben, voilà, il y a des vraies difficultés d'appro. Là, on va peut-être y revenir, mais c'est vrai que le renchérissement du coût de l'énergie sur le fonctionnement des magasins, sur le coût des transports, ben, ça va nous impacter très, très fort. Donc, voilà. Et puis ça aussi, ça s'accompagne de changements plus structurels qui étaient déjà en cours et qui se continuent, de développement du e-commerce, du quick commerce. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on est dans une espèce de tsunami qui remet en question beaucoup toutes les politiques de consommation responsable, de développement durable qu'on avait mis en place jusqu'à présent parce qu'on doit répondre nécessairement à ces attentes-là. Mais est-ce que ça les remet en cause vraiment dans la relation contractuelle avec vos fournisseurs? Est-ce qu'on lâche un peu sur ce qu'on avait quand même construit ou on essaie de tenir bon, de concilier encore? Bah, on essaye de tenir bon, mais en même temps, on ne peut pas être déconnecté de ces problématiques de prix bas, de pouvoir d'achat, même si, encore une fois, si Monoprix a un positionnement particulier dans la Oui, distribution, on ne vous peut avez pas une se marge. permettre d'être complètement déconnecté. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'on active très fortement le levier promotionnel. Donc, c'est promo, promo, promo. À la fois plus de promos, des promotions plus lisibles, mieux théâtralisées en magasin. Donc, ça, voilà, c'est un peu la priorité en ce moment de nos magasins, nos équipes marketing. Oh, il y a Et aussi avec tout des codes de communication, puisque c'est votre spécialité, Karine, le marketing durable, avec des codes de communication quand même qui ne tombent pas dans les panneaux un peu excessivement promotionnels d'avant, non? Non, alors là, on est reparti à du basique. Ah Hein. bon, Alors là, c'est bon, rouge et blanc, c'est ah bon, déstockage, c'est promo en rouge, en blanc, c'est d'accord. massif et Bon, simple. d'accord, donc il faut, oui, Et alors que voilà, on ne fait pas trop dans faut, la dentelle. faut trouver l'essentiel, d'accord, d'accord, Et ça, c'est vrai que c'était plutôt inhabituel chez Monoprix, oui, ce type de discours. Mais c'est vrai que là, au contraire, la volonté là en ce moment, c'est de jouer le jeu de ces discours un peu plus agressifs, on va dire, plus massifs. Voilà. Puis après, il y a tout ce qui est carte de fidélité avec système d'abonnement. Vous savez, en tout cas chez Monoprix, vous avez moins 10% toute l'année si vous vous abonnez à hauteur de 10 euros par mois, etc. Donc là, pas mal d'enseignes développent ce type de choses-là aussi pour baisser les prix, fidéliser. Même le Naturalia s'est lancé, donc les enseignes bio aussi se lancent dans ce type ouais, de mécanique. Là, on essaye de vraiment continuer à tenir nos engagements, c'est sur nos marques propres. ouais, Parce que c'est vrai ouais, que c'est elles qui portaient aujourd'hui beaucoup de nos engagements sur pesticides, bien-être animal, plastique, enfin tous ces sujets-là. Et puis avec des engagements qui sont de longue date avec nos fournisseurs. Donc ça, on les maintient et on essaye de maintenir l'accompagnement. Hein. Tous Cultivateurs, notre programme d'accompagnement de nos fournisseurs de fruits et légumes, il date de 2016. Donc en fait, c'est toujours le même pool de fournisseurs qui nous sont fidèles, auxquels on est fidèle, qu'on accompagne sur des meilleures pratiques agricoles. Donc ça, on y tient, on maintient. Mais ça voilà. n'empêche qu'en même temps, on fait rentrer des petits prix dans nos rayons sur les fruits et légumes. Voilà. Donc en fait, c'est un peu ce travail de revue des portefeuilles produits, des assortiments, où à la fois on garde nos engagements, nos coefficients qui sont portés par les MDD, et en même temps, on intègre des produits un peu sélection prix, on les appelle, pour renforcer les entrées de gamme. Voilà, avec des produits parfois ce qu'on appelle no-name, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marque. Ah oui, Voilà. Et en carrément. même temps, on a aussi ces offres plus premium, ces petites pépites innovantes, ces produits qu'on trouve que chez Monoprix et qui sont aussi la raison pour laquelle on fait ses courses chez nous. Ouais, ouais. Donc là, par exemple, c'est hier, avant-hier, on a reçu un trophée de la FEF là, qui valorise les meilleures collaborations entre les PME et les distributeurs pour un partenariat avec un fournisseur qui s'appelle Martin Pourret, qui fait de la moutarde, du vinaigre, des cornichons français, etc. Donc, c'est vraiment la petite PME qui était en grande difficulté et qui, du fait de la référencement chez Monoprix, se trouve un peu confortée, Ouais, consolidée. Donc, ça, on garde ça aussi parce que c'est aussi ce qui fait notre spécificité, notre différenciation. Et en même temps, on a ce travail, comme je vous l'ai dit, sur la promo, les d'accord. prix access, etc.
qui est important pour les catégories qui ont Voilà. vraiment une Et problématique de après, programme. ce qui va quand même il y a quand même des initiatives, des expérimentations en cours qui vont quand même à la fois dans le sens de plus de durabilité et de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est bien, ça fait le double travail, je dirais. Oui. C'est tout ce qu'on peut expérimenter sur le vrac, sur la consigne, où on essaye en fait dans ces expérimentations d'avoir des prix au kilo inférieurs à ce qu'on peut trouver en emballé. On a lancé dans 2 magasins pour l'instant une offre qu'on a appelée Je m'appelle Reviens, où on prête gratuitement des produits à des clients. Donc, c'est peut-être une perceuse, une boule à facettes, un appareil raclette, bref. Ouais, le partage. Voilà. La seconde main aussi, qu'on expérimente sans avoir forcément complètement craqué le truc, c'est aussi un moyen de donner à la fois du durable et de l'accessible en prix. Ouais, Voilà. Et puis, évidemment, tout ça, vous en avez parlé, ça se fait dans un contexte où on essaye d'être plus efficient, de voilà. mieux gérer nos coûts, notre démarque, nos stocks, et puis on met en place des plans de sobriété énergétique, là, Alors, voilà. voilà, pour essayer de baisser les coûts d'énergie. Et ça, sur l'énergie, ça se traduit par des économies ou aussi par des stratégies d'achat ou de réinvestissement sur d'autres techniques. Vous en êtes là où on est très réactif ou stratégique? Comment vous voyez le dossier sobriété énergétique en fonction Euh, de l'hiver pour les 2-3 mois qui viennent, puisqu'on a ouais, quand même ce ouais, rendez-vous d'hiver. ouais. Alors là, vous avez peut-être entendu parler de cette initiative de la distribution autour de Oui. Périfem là, qui a été prise au mois de juillet, où on s'est engagé à mettre en place un certain nombre d'actions d'économie d'énergie dans nos magasins dès le 15 octobre, et puis une deuxième série d'actions en cas d'alerte rouge EcoWatt là. Oui. Et donc voilà, ça c'est beaucoup. En fait, le gros de la consommation d'un magasin en électricité, c'est le froid. Bon. Après, il y a tout ce qui est climatisation, chauffage et les problématiques d'éclairage. Donc en fait, sur ces sujets-là, il y a, bon, je ne vais pas vous les lister, mais une vingtaine d'actions qui ont été identifiées. Baisser la température dans les magasins, bien fermer les portes, éteindre les lumières plus tôt, commencer plus tard, essayer d'éviter les pics de consommation dans la journée qui sont les heures du matin et la tranche 18h-20h pour recharger des chariots électriques. Enfin, bon, sans rentrer. Donc ça, c'est des actions court terme qu'on peut mettre en place tout de suite. Et après, notre plan de sobriété énergétique, c'est aussi des investissements qu'on fait depuis pas mal d'années. En fait, ces 5 dernières années, on a quand même baissé de 20% de notre consommation d'énergie chez Monoprix. Donc, et ça se fait beaucoup en mettant en place des contrats de performance énergétique qui visent à en fait, nous aider à investir, à faire ces investissements qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Et puis, donc on passe par une filiale du groupe Casino qui s'appelle Green Yellow, qui investit en mettant des portes sur nos meubles froids, en mettant des LED sur nos luminaires, en pilotant, en mettant en place des systèmes de pilotage aussi de l'électricité à distance. Et ça, c'est ce qui nous fait économiser le plus d'électricité. C'est à peu près 15 à 20% d'économie d'énergie d'électricité par magasin quand on met en place un CPE. C'est aussi la transformation de nos meubles froids progressivement, passer à des meubles froids qui fonctionnent au CO2 et non pas avec des fluides très émetteurs. Donc ça nous permet aussi de faire des économies d'électricité en magasin. Mais ça, c'est des investissements qui sont très lourds. Donc ça, ce n'est pas du plan d'action court terme, mais c'est quelque chose qu'on s'est écrit sur les 10 prochaines années, petit à petit, changer nos installations. Mais avouez vous aviez investi pas mal sur la logistique, sur l'économie d'énergie liée à la logistique. Là, vous êtes poussé plus loin. Le sujet de l'eau, il vous préoccupe? Alors, il nous préoccupe, mais c'est moins prioritaire pour Monoprix. On n'a pas Un acteur très consommateur, mais quand même. Oui. Non, en fait, c'est surtout de l'eau sanitaire qu'on utilise. Oui. À part quelques magasins qui ont des rayons poissonnerie, où là, en effet, on consomme un peu plus d'eau. C'est quand même pas le sujet, non pas que ce soit pas important, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on a priorisé. Il est symbolique, oui, il est symbolique. Et, là, Il est symbolique. Et puis parfois, il y a des choses qui me hérissent, des climats hauts, des choses comme ça. Je ne comprends pas que ce soit autorisé encore. Voilà, donc il nous en reste parfois. Et ça... Mais pour terminer sur cette analyse des problématiques, des dilemmes, vous avez le sentiment que le personnel, que les collaborateurs jouent le jeu, ne voient pas ça un peu comme un peu des éléments de pression, mais au contraire comme quelque chose d'important. Est-ce que c'est vécu comment? Vous parlez des mesures de sobriété Oui, de énergétique l'ensemble ou de l'ensemble.
Ouais. En fait, les collaborateurs en magasin, ils ont la volonté ils ont la pression du chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, tout ce qu'on peut leur donner comme moyen pour faire du chiffre d'affaires, et les mécaniques promotionnelles, voilà, ils les activent volontiers. Sur la sobriété énergétique, en fait, il y a des choses qui relèvent de leur responsabilité et d'autres pas. Donc, il faut bien leur expliquer la différence, parce que parfois ils se disent oui, mais enfin bon, c'est les équipements, c'est la direction technique du siège qui décide de comment mon magasin est équipé, voire même c'est piloté à distance, donc je ne peux plus agir. Donc là, ça va faire partie d'ailleurs de notre plan d'action que de sensibiliser les collaborateurs aux gestes qu'ils peuvent faire, qu'ils doivent faire, et puis aussi ce qu'ils peuvent faire à titre individuel en tant que citoyen, au bureau, à la maison. Donc ça, notamment en ayant signé la charte EcoWatt, on s'est engagé à encourager les gens à s'inscrire aux alertes. Et donc, ces collaborateurs, mais c'est aussi nos clients auprès de qui on va communiquer. Et puis, à mettre en place un certain nombre d'actes d'éco-gestes qu'on va aussi faire passer, qu'on peut tous faire chez soi, et notamment en cas d'alerte rouge, orange ou rouge, de période orange ou rouge de Mais EcoWatt. vous diriez qu'on sort quand même un peu de la période où c'était un peu anecdotique, où c'était un peu discuté, à une période où c'est plus systémique et où les gens comprennent que c'est une transformation qui est faite pour durer, qui va durer et qui doit concerner tout. Après, encore une fois, chez Monoprix, ça fait quand même, je dirais, 5 ans qu'on a vraiment mis un coup d'accélérateur sur ces problématiques d'énergie et qu'on voit une vraie baisse. Et donc là, finalement, dans le plan d'investissement dont je vous parlais, les CTPE, les meubles froids, c'était déjà enclenché, ça va continuer. Et ce qui va changer, c'est vraiment la partie éco-geste en magasin qu'on va sans doute accélérer. Après, ce que je trouve là aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de concours d'ego, de prise de parole, des grands patrons qui expliquent que nous, on va être les plus sobres, on va être les plus énergivores, on va éteindre les lumières, etc. On sait très bien qu'en plus, c'est beaucoup de mesures symboliques. Ce n'est pas celles-là qui nous font économiser vraiment beaucoup d'électricité. Mais bon, donc là, en ce moment, et alors après, bon, c'est un peu le jeu. Et finalement, tant mieux, parce que ça met en lumière cette problématique. Moi, ça me va très bien que nos patrons prennent la parole sur ces sujets. Mais parfois, on se dit, bon, en fait… ça fait un moment qu'on travaille dessus. En fait, les vrais impacts, ils seront liés à des changements d'équipement, à des investissements long terme. Donc oui, il y a ce qu'on va faire là au 15 octobre ou dès demain dans nos magasins, on va éteindre la lumière, etc. Mais bon, voilà, il y a une grosse partie de communication aussi. Les publicités lumineuses vont être chassées. Alors voilà, c'est le sujet d'hier, là. J'ai vu la pétition sur les écrans. Absolument. Mais on voit bien, à travers l'adaptation que vous nous décrivez, vraiment la complexité de jouer court terme, long terme, structurel et un peu conjoncturel, de ne pas perdre le fil sur une vision d'ensemble, tout en étant extrêmement à l'écoute un peu des pressions du moment. Merci, Caril. On viendra dans le dialogue sur cette situation, mais qui, je pense, retrace assez bien ce qui se passe. Et peut-être, je voudrais demander maintenant à Stéphane Voisin de nous éclairer un peu sur la façon dont il voit les débats alors qu'ils sont arrivés donc, cet été avec la déclaration d'Emmanuel Faber, qui a été troublant. Même, sur laquelle moi je me suis permis de lui demander de s'expliquer, parce que est-ce qu'il lâche un peu tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant et finalement ne compte que les indicateurs qui sont sur la démarche green de l'entreprise et puis whatever sur l'impact ou pas. Je voudrais ton analyse. Et puis, les ONG ont démissionné là, de la plateforme Finance Durable. Donc, est-ce qu'il y a une rupture aujourd'hui qui est tactique ou au contraire préoccupante et le monde de l'investissement aussi est très secoué par tout ce qui se passe aux États-Unis sur ce qu'on appelle le ESG bashing, où il y a quand même des remises en cause assez fortes, touchant même jusqu'à BlackRock, de la démarche de fonds qui semblait s'installer. Stéphane, donc je te laisse un peu nous décrire un peu cette situation qui, en comparaison de ce qui se passe sur le fond de la consommation, dans le domaine de la finance, est aussi plein de dilemmes et d'injonctions dans tous les sens. Merci Patrick et merci pour ton introduction 360 extrêmement intéressante comme toujours. Le point de départ de ma réflexion, ça va être ta tribune, ton excellente tribune du Monde du 9 septembre, effectivement, qui est sur la double matérialité et que moi j'ai interprété, je ne pense pas que j'étais le seul, comme une lettre ouverte à Emmanuel. Et là, en l'occurrence, c'est Emmanuel Faber. Effectivement,
comme tu dis, moi j'ai un point de vue un petit peu différent sur la double matérialité parce que je pense, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un peu un faux débat. Et je vais expliquer pourquoi, mais bon, qui cache quand même des vrais enjeux. Donc, il faut être distinct. Juste un petit point d'introduction pour dire d'où je parle. Donc, je suis Stéphane Voisin à l'Institut Louis Bachelier en charge de toute la recherche Green Sustainable Finance. Le Bachelier est un hub de recherche académique créé en 2009 par la Caisse des dépôts et le Trésor après la crise financière, donc pour stimuler de la recherche en finance afin de prévenir les prochaines crises. Et on estime aujourd'hui qu'une des prochaines crises financières pouvant être d'origine climatique, sociale, environnementale en général, on a donc un axe assez important. On a trois axes, finance classique, finance digitale et finance durable. Et donc, je m'occupe de cet axe-là et donc on stimule de la recherche récemment sur des sujets évidemment très investis sur les sujets d'alignement net zéro, mais aussi on est en train de mettre en place une chère transition juste avec notamment nos amis de Finance for Tomorrow. Et PSE, et TSE, etc. Donc, on est très holistique et œcuménique aussi, puisqu'on travaille pratiquement avec toutes les institutions académiques de France et même ailleurs. Donc, pour revenir à ce point sur la double matérialité, pourquoi je pense que c'est un faux débat. Je pense qu'en fait, il n'y a pas, et on s'est posé 1000 fois la question dans le groupe de travail de l'EFRAG. Je n'ai pas participé directement à l'EFRAG, j'ai participé directement à la taxonomie, comme tu l'as dit, mais j'étais quand même dans les groupes de Patrick de Cambourg, où on a répondu de façon assez précisément à la consultation. Et mon point de vue, en fait, est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'indicateurs d'impact ou d'indicateurs de risque, donc qui vont aller nourrir l'une ou l'autre face de la double matérialité. Il y a simplement des bons indicateurs et c'est la façon dont on les interprète, à la fois pour nourrir le risque et l'impact, qui crée cette couverture de double matérialité. Et je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans le marché sur ce sujet-là. Et c'est pour ça, alors, je comprends le paradoxe qu'on peut reprocher à Faber, qui d'un côté, effectivement, a essayé de vendre, en tout cas de promouvoir cette matérialité socio-environnementale dans tout ce qu'il faisait au sein de Danone et qui maintenant, effectivement, se sent plutôt investi dans l'ISSB sur l'aspect matérialité financière. Mais je pense que c'est un faux débat. J'aurais juste, à mon avis, rappelé c'est pas une anecdote, mais une stratégie qui a été menée par Kofi Annan lui-même en 2006 lorsqu'il a lancé les principes pour l'investissement responsable. Et à l'époque, on a beaucoup reproché aux Nations Unies de lancer ces principes sur la base d'une matérialité uniquement financière. Donc, je rappelle, il y a 6 principes de l'investissement responsable qui sont le premier principe, les 3 premiers sont les plus importants. J'introduis des critères ESG dans mon processus de décision d'investissement. Je demande aux émetteurs dans lesquels j'investis de me donner cette information. Et 3, je suis prêt à engager et utiliser mes droits de vote pour faire valoir mon point de vue et exiger ces informations. Les autres principes sont moins importants. À aucun moment, et c'est ce qu'on a reproché aux Nations Unies à l'époque, à aucun moment il est dit les investisseurs doivent faire du bien à la planète, ou doivent essayer de contribuer à un monde plus durable, ou doivent contribuer aux objectifs. À l'époque, ce n'était pas des développements durables, mais c'était des objectifs du millénaire. Or, quand on a, pour la petite histoire, quand on a interrogé en coulisses, si j'ose dire, Kofi Annan, il a dit, mais bien sûr, si j'avais demandé aux investisseurs d'avoir des objectifs directement et de contribuer à l'impact en 2006, évidemment, aucun n'aurait signé. Et la formidable dynamique des PRI, c'est qu'on est passé de quelques signataires en 2006, qui représentaient quelques milliards de dollars d'actifs sous gestion, à aujourd'hui plus de 100 trillions de dollars d'actifs sous gestion. 100 trillions de dollars d'actifs sous gestion, c'est pratiquement la moitié des actifs sous gestion sur la planète, voire même un petit peu plus.
en fonction des fluctuations du marché. Mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la moitié des investisseurs ou des actifs sous gestion sur la planète ne sont pas, à proprement parler, des actifs responsables qui vont essayer d'améliorer ou de rendre l'économie plus durable. Ce sont simplement des acteurs qui exigent ou qui se sont engagés à prendre en compte des indicateurs ESG dans leur processus de gestion. Pourquoi? Pour nourrir la responsabilité fiduciaire. La seule raison pour laquelle l'ensemble des acteurs a pu en fait signer les asset owners comme les asset managers ont pu signer ces principes, c'est parce qu'ils étaient tout à fait conformes à leur responsabilité fiduciaire, qui était de préserver l'intégrité financière et pas socio-environnementale de leur mandat, absolument. Voilà. Sinon, il n'aurait pas le fait. Mais ce que nous dit Ecofinal, c'est que finalement, c'est ça qui a créé le cercle vertueux de la prise en compte des indicateurs ESG, non pas par les investisseurs, mais aussi par les émetteurs. Parce qu'à l'époque, on est dans un contexte où il n'y a absolument pas de réglementation. NFRD est encore très loin, et reste encore très loin, CSRD est encore plus loin, et reste encore très loin dans la plupart des juridictions du monde entier. Or, les PRI sont signés vraiment par des acteurs dans le monde entier, hémisphère nord comme hémisphère sud. Et donc, ça a créé finalement un mouvement et un cercle vertueux de reporting, donc de mesures et donc de pilotage, de management des indicateurs et donc de réponse vertueuse des entreprises. Et c'est ça qu'a voulu, c'est vraiment ça la tactique et la stratégie qu'a voulu jouer Kofi Annan. Et on est un petit peu dans la même chose. En fait, parce que les vrais indicateurs d'impact, ce sont, ou plutôt, excusez-moi, les vrais indicateurs de risque, ce sont des indicateurs d'impact. Si vous ne mesurez pas ce qui a vraiment d'impact environnemental, ce qui a vraiment d'impact social, vous n'allez pas pouvoir mesurer les indicateurs de risque. Parce que franchement, par exemple, les risques de réputation, ils sont forcément associés à ce qui a vraiment d'impact. Donc, quand vous voulez aller chercher de la matérialité financière, allez chercher de l'impact négatif. Plutôt même que de l'impact positif. Voilà, ça c'est ça, oui. Voilà. Et là, on a l'impression qu'on a une différenciation entre Europe et États-Unis quand même là-dessus. Les États-Unis privilégient l'impact négatif et nous, on va y ajouter. Bon, est-ce que c'est du dosage, c'est du curseur Mais finalement, quelque part, alors c'est intéressant parce que il faut rapprocher ça aussi du débat et du débat qui se passe, enfin en tout cas des controverses qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui sur notamment le Texas et la Floride, etc., qui font ce qu'on appelle de l'ESG bashing et qui interdisent, qui souhaitent interdire aux investisseurs de prendre en compte les considérations extra-financières. Et sans doute, peut-être, elles demander aussi, c'est un sujet assez brûlant, aux agences financières, je parle financières, et rappelez-vous que toutes les agences extra-financières ont pratiquement été rachetées par les agences financières américaines et de crédit, donc qui sont absolument, enfin, qui sont régulées, aussi d'éviter de prendre en compte la matérialité, enfin, de prendre en compte les aspects en ESG. Or, la vraie défense de ces agences comme de ces investisseurs, c'est de dire nous ne prenons pas en compte d'ailleurs il faut interpréter la réponse de BlackRock comme ça, je pense. Alors il y a une partie de la réponse, moi c'est plus la réponse presque de certains investisseurs que les injonctions assez rétrogrades et conservatrices de ces États républicains, bien sûr, qui m'a fait peur, en disant ben non, finalement BlackRock a dit on ne désinvestit pas du pétrole, regardez, on continue à investir, etc. Mais c'est aussi fondamentalement de dire, parce que c'était aussi l'argumentaire notamment je ne sais plus son nom, Denis, le gars de Floride, là, de dire vous êtes là pour prendre en compte des considérations purement financières. On est vraiment dans la lignée Milton Friedman, business of business is business, et vous n'avez pas à prendre de considérations extra-financières qui débordent le cadre de votre responsabilité financière. Et la réponse correcte à tous ces gens-là, c'est de dire mais non, maintenant notre cadre d'analyse et de gestion des risques est holistique. Nous avons compris que les indicateurs, les critères extra-financiers, notamment environnementaux, peuvent porter soit des risques systémiques comme le climat, la biodiversité, soit des risques spécifiques comme le social ou la gouvernance. Et c'est de notre responsabilité fiduciaire de les prendre en compte.
que ça vous plaise ou pas. Ça, c'est très important parce que c'est la juste réponse à apporter à ces injonctions d'un certain nombre d'États américains. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est là où j'ai plutôt de l'espoir. Effectivement, donc la politisation de ce débat est un petit peu exacerbée. Et je pense qu'elle répond aussi, par ailleurs, je pense que là, si on réfléchit bien à ce qui se passe, c'est aussi un accroissement de la radicalité des positions. Et je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que quand même, sur la partie ESG, Sustainability, on a quand même, on assiste en ce moment à une radicalité des positions, notamment à travers les engagements à net zéro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas 36 moyens de se conformer à une trajectoire climatique et que ça suppose vraiment de prendre des décisions qui sont fortes et radicales. Et on n'est plus dans le contexte où on disait dans l'investissement ESG, une entreprise est bonne ou elle pourrait être un peu mieux, elle n'est pas forcément très éthique, etc. On est vraiment arrivé dans un contexte où on dit non, là il faut désinvestir, là il faut faire des choix et on rentre vraiment dans le dur. Et à cette radicalité ESG, je trouve assez naturel qu'il s'oppose une radicalité finalement de l'opposition, du mouvement de pushback et conservateur qui consiste à essayer de s'opposer à cette tendance. Évidemment qu'il sera difficile à s'opposer, mais je pense que c'est une radicalité qui s'oppose à une autre, en fait, fondamentalement. Et là où je suis plutôt positif, moi personnellement, même aux États-Unis, c'est qu'on voit quand même que c'est quand même un débat des générations de plus de 50 ans et que le mouvement, autant du côté des campus et des jeunes, est quand même relativement massif et qu'à un moment donné, le renouvellement des générations fera que ça passera. Alors, on a peut-être un petit moment de transition qui sera un petit peu difficile. Au moment justement où la transition doit se faire, c'est là qu'est le danger. Mais je suis finalement assez positif. Et cette radicalité à travers le renoncement donc, qui s'impose rejoint ce que tu as connu au début de l'ISR, c'est-à-dire l'exclusion. En réalité, hein, on revient à ça. Est-ce que ça va se traduire? Alors, on attend, Yves Diolsin est dans le panel, il va nous peut-être prendre la parole là-dessus, mais on attend les résultats du label ISR. Le label ISR, il va retrouver ou peu sa pureté d'une certaine manière. Il doit, sinon, on n'aura pas de crédibilité ISR en progrès. Si on ménage trop à l'américaine, quand même, tous ces impacts plus ou moins importants. Qu'en penses-tu? Oui, je pense que de toute façon, le label ISR, il ne sert plus à grand-chose. La vraie question là, pour les investisseurs aujourd'hui, c'est plutôt comment finalement la nouvelle mise en œuvre de MiFID et donc l'obligation de poser aux épargnants une question sur leur choix durable. On rappellera que c'est en application depuis le mois d'août. Hein. Voilà, c'est en application depuis le mois. Alors, c'est pas vraiment, la loi est là, mais bon, il y a quand même un peu de temps qui est donné aux investisseurs, enfin aux institutions financières pour préparer les questions qu'ils vont poser, parce qu'en fait, une relative flexibilité qui est donnée aux institutions financières sur la façon dont ils vont poser la question, mais je pense que l'ESMA et l'AMF sont extrêmement vigilants sur la façon dont ces questions sont formulées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choix-là seront binding, comme on dit en anglais, seront obligatoires pour les institutions financières. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les sondages nous disent qu'environ 60% des épargnants, des clients finaux ont une préférence de durabilité, ça veut dire un shift massif sur des produits d'épargne responsable, etc. Et là, il va falloir, on pourra peut-être aussi général que l'est le label ISR, quand on va poser des questions aussi précises que est-ce que vous voulez exclure les énergies fossiles, etc. Évidemment, le label ISR ne suffira pas. Il faudra rentrer vraiment dans le détail, mais c'est ce que finalement, enfin, l'effet miroir, c'est la réglementation SFDR qui, justement, et c'est là où l'ensemble de la réglementation européenne est plutôt bien construite, SFDR va permettre de répondre à ces questions et la classification entre articles 8 et 9 et 6 finalement permet de répondre à ces questions.
Oui. Même si c'est un peu long à mettre en place, on l'a vu dans les institutions financières qui ont un peu de mal à appliquer tout ça. Là, on rentre un peu dans un nouvel âge un peu normatif qui est compliqué pour les institutions. Je pense que là, tu as à la fois résumé et un peu pacifié le débat. Je t'en remercie. Je pense qu'effectivement, quand on va au fond, les choses convergent plutôt dans ce sens. Il ne faut pas créer des fausses oppositions, j'en conviens, même si les radicalités pour et contre s'expriment fortement aujourd'hui. Tant mieux, d'une certaine manière, tant mieux, ça passe par là, mais c'est un peu fort. Je vais demander, avant qu'on passe à la discussion que Arnaud va arbitrer là sur les différents sujets, Karine, est-ce que le C'est qui le patron, est-ce qu'il y a un problème sur le lait, il tient bon aujourd'hui ou pas dans les rayons, cette offre Alors, aujourd'hui, il est toujours en rayon. Tout notre lait Monoprix est co-brandé C'est qui le patron depuis 2018, je crois. Ouais. On verra si c'est toujours le cas à la fin de l'année. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un suivi. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, d'accord. Bon, ben, c'est un test. C'est un test parce qu'on imagine le symbole que serait un retrait de ce produit, hein, de ce qu'il dit, enfin de cette démarche. Ouais. Bon, après, on peut faire la meilleure rémunération sans forcément passer par C'est qui le patron, mais ça, c'est vrai que c'était une façon aussi de le communiquer aux clients de façon plus évidente. Et puis derrière C'est qui le patron, il y a la rémunération, mais il y avait aussi des critères fourrage local, sans OGM, etc. Enfin, il y avait d'autres critères environnementaux intéressants. Sur le même thème, Stéphane, est-ce que les institutions bancaires, en l'occurrence, sont prêtes sur MiFID au stade de leur réseau et autres? Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, c'est le défi de formation qu'il faut former. Quand même, je pense, parce que il y a un indice d'ailleurs qui est assez intéressant. C'est par exemple, vous savez que Euronext a lancé un CAC 40 ESG il y a un peu plus d'un an, et que d'ores et déjà, ce CAC 40 a supplanté ESG, a supplanté le CAC 40 ancien, et pas parce qu'il y a des nouveaux investisseurs, tout simplement parce que l'ensemble des sociétés de gestion ont simplement converti leurs fonds en CAC 40. Je parle de l'ensemble de leurs fonds indiciels, bien sûr, mais la gestion indicielle, c'est aujourd'hui pratiquement la moitié des actifs sous gestion, donc c'est très important. Ont converti leurs fonds en ESG, et ils l'ont fait un peu sur l'ensemble des fonds. Et donc, c'est une façon de… Alors, ça ne répond pas tout à fait à MiFID 2, mais c'est quand même une façon de se préparer. Et je pense que les catalogues de produits sont en train de se développer justement pour pouvoir répondre à toutes les questions MiFID. Ouais. Merci beaucoup. Arnaud, est-ce que tu peux passer, je te passe la main, le débat dans le prolongement de ce que vient de dire Stéphane, à Yves Diolsin, qui sur le label ISR veut réagir aussi, parce qu'il est dans le groupe de Madame Papalardo, et donc je pense qu'il a un mot pertinent à nous donner. Yves, qui est un spécialiste de l'immobilier durable. Yves, vous nous entendez? Si vous voulez réagir, c'est le moment. On va engager le dialogue là. Yves? Ah, vous avez mis votre… Est-ce que vous avez mis votre micro? En tout cas, bon. Alors, Arnaud, mais… je crois entendre Yves. Oui. Ah non, il l'appelle. Oui. Peut-être… Quel est le nom de famille de Yves, s'il vous plaît? Alors, Léo… Oui, il faut que, Léo, vous autorisiez maintenant les différents participants à pouvoir accéder, je vous le demande. Alors, Arnaud, vas-y, prends la transition, et Léo va ouvrir Ce que je peux faire, c'est peut-être poser des questions à Karine, et puis revenir en ouverture des questions de Stéphane, laisser la parole à Yves. Voilà, mais voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Ça y est. Voilà, on peut. Bon, alors allez-y. Bonjour, je voudrais juste réagir sur le terme qui me paraît un peu fort. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le label ISR ne sert plus à rien maintenant. Surtout pas alors que le constat a été fait bien sûr par l'Inspection générale des finances, mais également par la nouvelle gouvernance du comité, de préparer un certain nombre d'enjeux, de communiquer sur ces enjeux et de consulter les parties prenantes pour mettre en place un référentiel numéro 2. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer à partir de maintenant. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui est sur l'exclusion, puisqu'il y a aussi un label qui permet de différencier ça en France
à partir de la transition énergétique. Ce qui est important, c'est aussi de passer dans une transition. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien avoir en tête que dans le label, et moi je suis plus qualifié pour parler d'immobilier que de financier, il y a un label ISR pour le financier. Effectivement, ça touche 90% des choses, mais n'oublions pas le label immobilier qui, là, il n'est pas du tout dans une phase où il ne sert plus à rien, le label financier non plus. Il est extrêmement structurant, il travaille non pas sur le best in class, mais sur le best in progress, et il met en place des éléments de progrès qui engagent la transition. Vous parlez de BREEAM, là, vous parlez de BREEAM, Yves, Non, je veux dire, le label ISR… Le label de place. Le label de place, on a tendance à oublier qu'il concerne aussi bien les fonds financiers que les fonds immobiliers, même s'il y a des investissements. Donc, c'est un point très important. Les deux vont évoluer probablement parallèlement, pas forcément simultanément, puisque le label immobilier, il est plus récent. L'autre chose que je veux dire également, c'est qu'on a parlé d'article 8 et d'article 9. Aujourd'hui, ce sont des éléments qui restent totalement, purement déclaratifs. Et que donc, on rentre aussi dans une démarche de progrès. Donc, le label ISR doit être évolué. Je ne suis pas habilité, je ne suis pas porte-parole pour aujourd'hui prendre la parole ni à la place du Trésor, ni à la place de Michel Papalardo, mais il a servi, il va continuer de servir. Et comme chaque référentiel, si dans l'immobilier, on parlait du HQE initial, eh bien, le haute qualité environnementale aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui se faisait au bout de 10 ans. Donc, il doit effectivement évoluer. Mais tout l'objectif continue de sortir à quelque chose. Voilà, merci de ce complément. Arnaud, tu répartis les questions? Oui, merci Yves. Et donc, je propose de revenir. Alors, il y a eu de très, très nombreuses questions. Je vais m'efforcer de couvrir la plupart d'entre elles, sachant qu'on était très nombreux. On est monté presque à 400 personnes. Karine, je vous propose de poser 2 jeux de questions en les réunissant un petit peu. Une plutôt un peu plus structurante et d'autres qui sont un peu plus pratiques sur des points que vous avez abordés. Alors, pour le premier jeu de questions, vous avez commencé avec un propos introductif assez inspirant qui précise bien toutes les injonctions contradictoires finalement auxquelles vous, directrice de développement durable, auxquelles vous êtes confrontée, avec à la fois ce nouvel espoir porté par le contexte dans lequel on vit, mais aussi les contraintes immédiates auxquelles vous devez faire appel. Et donc, il y a deux grandes questions qui peuvent se poser. La première, c'est finalement, vous, dans votre posture de dirigeante de développement durable, comment vous positionnez et comment vous préparez une réponse qui puisse concilier et les enjeux court terme, fin de mois, et les enjeux long terme, fin du monde, et quelle schizophrénie vous développez pour apporter une réponse aux dirigeants? Et puis, alors, cette fois-ci, dans la posture de marque, qui est un sujet que vous connaissez très bien. Alors, je pense à la marque consommateur, bien sûr, mais aussi à la marque employeur. Vous allez peut-être pouvoir aussi témoigner de l'impact de la grande bifurcation, la Great Resignation sur les salariés Monoprix ou pas. Mais comment, dans votre attitude de marque, vous arrivez à relever la tête dans cette période anxiogène, à essayer de porter un propos d'espoir sur la transformation qu'on peut attendre, sur les bénéfices du changement de comportement consommateur pour arbitrer sur les prix du panier. Et on pense par exemple à acheter moins de viande, acheter moins de plats transformés, etc. Et aussi comment vous anticipez le conflit entre proposer des actes d'achat qui vont probablement avoir des répercussions à la baisse sur le chiffre d'affaires de Monoprix. Voilà, beaucoup de questions, mais voilà, c'est un peu la perplexité de comment on fait quand on est à votre place. Alors, la première question sur la schizophrénie, je ne sais pas trop bien répondre. J'ai l'impression que je navigue un peu à vue, qu'on navigue tous un peu à vue, et qu'à la fois, moi, j'ai l'impression d'avoir un patron qui est le président de Monoprix qui est obligé d'avoir les yeux rivés sur son chiffre d'affaires du jour, de la semaine, du mois. Et en même temps, on travaille ensemble sur réécrire la raison d'être de Monoprix, construire la vision de demain, etc. Parce qu'on voit bien que dans ces périodes de turbulence, et puis en plus, il se trouve que chez Monoprix, il y a eu beaucoup de changements de gouvernance là récemment, on a tous besoin de cette boussole. Donc en fait, on est à la fois secoué, on est dans les vagues du court terme, et en même temps, cette boussole, là, on n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui pour savoir à quoi on sert et où on va. Voilà. Et puis, sur comment est-ce qu'on maintient nos engagements et qu'on continue à aller plus loin sur de l'offre responsable, ce que je vous disais, c'est que
Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que je suis à la fois en train de construire des digues sur les engagements qu'on a pris, en disant en fait, il y en a un certain nombre qu'on a pris. Et en l'occurrence, pour revenir aussi aux questions sur c'est qui le patron, rémunération des producteurs, en fait, on ne veut pas les arrêter. Sur les rémunérations des producteurs, sur les fruits et légumes, sur les œufs, sur le poulet, voilà, on écrit des contrats pluriannuels, on travaille avec… On ne lâche pas pour On l'instant. lâche pas et on essaye de ne pas lâcher. Et en fait, on discute avec eux aussi sur voilà, comment ça se passe. Mais la volonté, c'est de ne pas lâcher, de ne pas revenir en arrière sur les engagements. Toutes nos tablettes de chocolat Monoprix sont Max Havelaar, tous nos cafés sont Max Havelaar, toutes nos bananes sont bio-équitables, etc. Ça, c'est des marqueurs. On ne veut pas revenir en arrière. Après, et encore une fois, ils sont beaucoup portés par les marques Monoprix. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas… donc, on a arrêté les œufs en 2016 chez Monoprix. On ne reviendra pas là-dessus. Après, et tous les œufs à marque Monoprix, ils sont plein air ou bio, etc. Donc, voilà. Et ça, c'est porté par nos marques. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une référence no name d'œufs sol dans notre rayon, parce qu'il faut une référence Access. Voilà. On tient la barre sur tout ce cultivateur Monoprix. Il faut tenir les deux bouts. Mais on met aussi des petits prix, fruits et légumes. Voilà. Et en fait, c'est ça un peu le sujet aujourd'hui. Et donc, voilà, et sur C'est qui le patron, l'idée, ce n'est pas du tout de lâcher les problématiques de rémunération des producteurs. La brique C'est qui le patron, on la vendra toujours dans nos rayons. Après, le lait à marque Monoprix, depuis 2018, alors je crois que c'est ça, est co-brandé Monoprix C'est qui le patron. En fait, on avait, voilà, par souci de simplification, trouvé ce moyen-là pour expliquer notre cahier des charges à marque Monoprix. Peut-être que demain, il y a d'autres façons de véhiculer ce cahier des charges autrement qu'en co-brandant. Mais ça, ça n'empêche qu'on vendra toujours du C'est qui le patron chez Monoprix. Donc ça, c'est autre chose. Et après, sur le propos d'espoir, comment on accompagne tous ces changements, moi, je pense que en fait, il faut continuer à faire de la pédagogie. Aujourd'hui aussi, moi j'observe que la baisse du bio, elle est sans doute liée aussi au fait que les gens sont paumés dans toutes ces allégations, dans tous ces labels, dans ce zéro résidu de pesticides, ce local, ceci, cela, en fait, qui ont sans doute perdu les gens. Et en l'occurrence, on est en train d'expérimenter le Planet Score, l'affichage environnemental Planet Score, que je trouve hyper prometteur. Et moi, je crois très fort, je suis très enthousiaste sur ce Planet Score parce que, en fait, c'est vraiment l'outil anti-greenwashing par excellence parce que ça permet de façon quantifiée, objective, de pouvoir donner l'impact environnemental d'un produit. Il y a une note globale, il y a une note climat, une note pesticides, une note biodiversité avec des curseurs. C'est facile à lire et donc moi je pense que ça va vraiment aussi faire un peu le ménage entre toutes ces promesses et permettre aux clients de faire des choix éclairés et nous permettre à nous aussi de mieux concevoir nos offres grâce à ces informations-là. Voilà. Merci, Karine. Arnaud? Oui, alors un mot peut-être sur l'enjeu de marque employeur dans ce contexte assez particulier et particulièrement là, il y a eu plein de questions qui sont tombées à l'instant sur les caissières et comment vous accompagnez la transformation du métier de caissière. Alors, marque employeur, je pense que je ne sais même pas comment répondre sur cette question. Il y a beaucoup de boulot et puis je pense que tout ce qu'on est en train de faire sur justement c'est créer une raison d'être, formaliser tout ça, ça va nourrir, ça va faire du bien aux collaborateurs et puis ça va sans doute nous rendre plus attractifs. On voit les taux le turnover augmenter, je pense, comme partout chez nous et c'est difficile de garder des gens en magasin aussi et surtout Paris, région parisienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu mon fil. Les caissières, peut-être? Les caissières, voilà. Les caissières, très compliqué. C'est des métiers, en effet, qu'on voit remplacés par des caisses automatiques de plus en plus dans nos magasins, comme dans beaucoup. Et en même temps, il y a un besoin d'accompagnement des clients en magasin, pas forcément aux caisses, mais dans le reste des rayons. Donc, en fait, il y a je ne sais plus comment ils appellent ça, ce n'est pas de la polyvalence, mais enfin voilà, une évolution des métiers qui est en cours chez nous. Et puis après, il y a aussi pour les personnes qui le souhaitent, des programmes qui ont été mis en place pour les faire évoluer les hôtes et hôtesses de caisse, mais aussi des métiers sur lesquels on a moins de besoin dans la distribution, vers d'autres secteurs d'activité, service à la personne. Donc, il y a eu un partenariat qui a été fait l'année dernière avec Corian. Là, il y en a un autre qui est fait avec des crèches
pour aussi, pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est sur base du volontariat, les aider à se former et à évoluer vers d'autres métiers, tout en ayant la sécurité d'être toujours salarié Monoprix et d'avoir une formation qui est… d'accord. voilà. Donc, Mm. ça, c'est aussi des choses qui sont travaillées par les RH et je trouve ça de façon très intelligent. Ces contrats de transition où on leur permet d'évoluer vers d'autres métiers. Et ça, c'est vrai dans la distribution, mais ça doit être vrai dans d'autres secteurs qui voient des besoins diminuer pour aider les gens à aller vers des secteurs qui, en revanche, ont besoin de bras, tout en les sécurisant sur cette transition-là. Intéressant. Très clair. Arnaud, Alors, pour merci. finir, deux questions un peu plus pratiques et rapides, très différentes l'une de l'autre. La première, c'est un sujet de préoccupation des directions de développement durable de ces dernières semaines, c'est le rapprochement à envisager avec la direction financière pour couvrir les nouvelles obligations que vous connaissez probablement. Donc, où en êtes-vous et est-ce que vous pensez que c'est de nature à fluidifier l'arbitrage et la prise de décision pour cet équilibre entre les enjeux financiers et extra-financiers? Alors, où est-ce qu'on en est? C'est vrai qu'il y a quelques années, je ne parlais jamais au directeur financier. Maintenant, on se parle beaucoup. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. On se parle beaucoup parce qu'en effet, alors pourtant, Monoprix n'est pas une entreprise cotée, mais on dépend d'un groupe coté et tous ces sujets de taxonomie et autres font qu'on échange pas mal. On a aussi contracté un prêt, un green loan, il y a 1 an et demi, avec un taux d'intérêt qui sera indexé sur les 3 critères de RSE. Donc, ça veut dire que nos financiers s'intéressent de près au fait qu'on les atteigne ou pas. Il y a un critère CO2, un critère pourcentage de chiffre d'affaires responsable et un critère, on n'en a pas reparlé, mais protéines végétales, végétaliser les assiettes. Comment est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Donc ça, c'est intéressant et ça fait que du coup, notre direction financière, elle est beaucoup plus consciente de l'évolution de ces KPIs-là. Il va falloir qu'on s'écrive des trajectoires, qu'on se mette d'accord dessus. Donc, pour être tout à fait honnête, là, en tout cas, sur le Green Loan, les enjeux financiers pour Monoprix ne sont pas colossaux si jamais on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Néanmoins, c'est quand même un marqueur fort et on les voit s'intéresser au sujet. Et aussi, ce que je trouve important, c'est en fait l'année dernière, on a écrit notre trajectoire carbone 2020-2030 avec l'objectif de réduire de 50% nos émissions entre 2020 et 2030. Et en fait, quand je suis passée présenter ce programme en COMEX, on a aussi présenté justement avec la direction financière les investissements qui sont derrière cette trajectoire. Je vous le disais, en fait, le gros du sujet dans la distribution, c'est le froid alimentaire. C'est les meubles froids dans nos magasins. Et en fait, les changer, ça coûte à peu près 1 million d'euros par magasin, en gros, si on veut passer à du CO2. Et donc, forcément, on ne peut pas s'écrire un objectif de moins 50% carbone si on ne s'écrit pas un plan d'investissement sur les 10 prochaines années. Et donc, ça, c'était la première fois aussi qu'on faisait cet exercice avec la finance. Voilà. Donc, on se parle. Après, voilà, ça, petit à petit. Stéphane, tu es convaincu sur les green loans avec des critères de ce type ou c'est finalement un très bon marketing bancaire pour le faire simple? Aussi, peut-être. Ah oui, non. Stéphane? Voilà une bonne question, Patrick. Je suis très dubitatif sur sur les Sustainability Linked Loans, en fait. Pas grave, du reste. Pas Mais très grave. bon, moi, j'aime bien les green bonds parce que ça bonds. crée de l'additionnalité, de la contribution, il y a de l'investissement derrière, etc. Sur les Sustainability Loans, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de contribution supplémentaire. Voilà, on ne peut pas dire que ça contribue, ça alimente le financement de… Ça accélère, ça va accélérer. Dans le cas qu'explique Karine, ça accélère. Voilà. Alors, ça a un mérite, c'est que effectivement, ça précise les choses et finalement, ça rend, je veux dire, on peut rendre plus durable à bon marché des obligations qui étaient vanilles, comme on dit dans le jargon financier. Donc, on les colorie un petit peu. Moi, ce qui me gêne sur la durée, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a jamais eu un seul déclenchement sur toutes les obligations, ce qu'on appelle les impact, link notes et link bonds, il n'y a jamais eu de déclenchement de KPI, c'est-à-dire que tous les émetteurs ont atteint leur KPI, ce qui est un petit peu, alors ça veut dire que, ils ont été faits de façon un peu trop confortable, j'utilise pas le mot complaisant, mais un peu trop confortable, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas finalement de… Propre à ça sont des covenants extra-financiers, il faut le rappeler. Donc, il n'y a pas de risque implicite à ça.
S'il n'y a pas de risque implicite à ça, je ne vois pas pourquoi il faut leur donner une valeur. Voilà. C'est d'un point de vue plus académique, c'est un peu le sujet. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, je pense que c'est de l'ingénierie financière responsable qui reste fort intéressante et qu'il faut continuer à développer parce qu'il y a beaucoup de possibilités derrière. Arnaud, on va se diriger vers les dernières questions, si tu veux Oui, bien. du coup, je Que vais prendre l'horaire Merci beaucoup, tourne. Karine. Je vais basculer sur quelques interpellations pour Stéphane. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de réactions en écrit sur votre réponse à l'enjeu simple double maternité. Oui. Et en substance, si je résume, c'est bon, dont acte. Mais par contre, pensez-vous que de préserver une voie de la simple maternité est suffisante pour entraîner suffisamment vite les entreprises et beaucoup insisté sur l'enjeu de célérité auquel on est confronté. Et est-ce que c'est suffisant pour leur faire prendre compte de la totalité des sujets? Certains citaient la biodiversité, mais on peut aussi citer les enjeux sociaux sur la chaîne de valeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Stéphane. Rapidement, je crois qu'il faut vraiment faire une distinction. Moi, je parlais de la question des standards. Et je pense que des standards, c'est difficile de créer un standard en double matérialité. En revanche, l'injonction qui est faite aux entreprises à travers CSRD d'interpréter leurs indicateurs, leurs critères en double matérialité, elle est extrêmement importante. Hein, et c'est-à-dire qu'en fait, pour un indicateur carbone, par exemple, tout simplement, on doit se poser effectivement la question de l'impact et la question de la matérialité financière. Mais finalement, c'est sur la base du même indicateur. Pour un indicateur de pollution, ça serait exactement la même chose. Donc, la matérialité financière, elle n'est pas dans le chiffre, dans la quantité, elle est dans son interprétation. Et ce qu'on demande aux entreprises, justement, c'est d'interpréter. C'est la même chose que demande TCFD pour le climat. C'est-à-dire qu'une interprétation, ou en tout cas un avis de l'entreprise sur le risque associé, que ce soit un risque de transition, un risque juridique, un risque physique, et d'éclairer les investisseurs sur ce risque potentiel. Voilà. C'est ça la différence. Hein. C'est entre le niveau d'indicateur et le niveau de son interprétation. D'accord. Et y a-t-il une personne proposé cette simplification de vos propos, de dire finalement, effectivement, peu importe ce débat, mais la juste réponse finalement sur la mobilisation des entreprises n'est-elle pas le risque de réputation des entreprises et la judiciarisation, la mise en cause des dirigeants et des actionnaires par rapport à ces grands enjeux de développement durable? Stéphane? Oui, c'est un débat intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que surtout, je trouve que c'est que l'article 29 a remis sur la table les risques juridiques qui avaient été enterrés notamment par la TCFD, hein, qui, contrairement Oui. au framework précédent, avait finalement réduit les catégories de risques à risque de transition et risque physique. L'article 29 a remis sur la table les risques juridiques et je pense que c'est bien parce que c'est une catégorie vraiment très, très spécifique, extrêmement dure à appréhender. On essaie de travailler là-dessus justement à l'ILB avec des juristes, et qu'effectivement c'est un risque, qu'un risque qui est quand même extrêmement lié à la fois aux impacts négatifs, qui sont liés aussi à tout ce qu'on appelle les controverses. Et comme vous le savez, le rôle des controverses devient de plus en plus important parce que notamment, il va décider des critères d'éligibilité de la taxonomie. Pour être à taxonomie alignée, il faut d'une part remplir les objectifs de contribution substantielle, remplir les objectifs de non-dommage aux autres objectifs, mais aussi de passer les filtres de controverse et qui sont surtout alimentés souvent, très souvent, je ne connais pas la proportion exacte, mais c'est important, par des controverses juridiques. Donc, effectivement, ça redevient sur le devant de la scène. Oui. Ça oblige les entreprises, dans la distribution, c'est le cas, Karine, à en fait sauter le pas et dire bon, il y a controverse, typiquement pesticides, bien-être animal, donc je ne peux pas m'offrir cette controverse, donc de toute façon, je la prends en compte. Voilà. Donc, on a une sorte de fuite en avant là-dessus. Bon, c'est une façon de progresser aussi. Une façon de progresser. Ça s'impose à nous, oui.
Oui, elle s'impose. Arnaud, on termine sur le… Je vais finir par une dernière question que j'adresserai Oui. peut-être à vous trois, mais qui ouvre le débat. Et je sais, Patrick, que tu pourras prendre part à la réponse. C'est, on voit bien que le champ de responsabilité de l'entreprise s'étend à bien des égards. Et en particulier, tu as présenté en introduction l'enjeu démocratique, Patrick. Oui, Est-ce l'enjeu des entreprises de couvrir la question de la démocratie, d'après vous? Alors, moi, je veux bien laisser Stéphane et Karine répondre d'abord et je donnerai un avis, une opinion. Je donnerai une opinion. Mais Stéphane et Karine, là, on fait allusion notamment à la question de la Russie. Hein, la question s'est posée en termes de sécurisation, bien sûr, des business en Russie, mais aussi de la position politique. Hein. Et elle se posera dans d'autres situations. Stéphane, t'as un avis là-dessus ou pas? La finance a-t-elle tenu compte? On ne l'a pas vu tellement, hein, des retraits ou des maintiens en Russie. Et en quel Oui, c'est terme, un sujet, on Karine? essaye d'être neutre, mais en fait, je pense que la question se pose plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, notamment aux États-Unis, s'emparent du sujet ESG. Il y était plusieurs à dire qu'en fait, le ESG, c'est le masque du socialisme. Hein. Je crois que je cite carrément Elon Musk là-dessus. Oui, 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 oui. Donc, c'est ça qui est préoccupant. Hein. C'est cette façon Politisation. de politiser le ESG. Dans l'autre sens, franchement, je le vois pas. Il y a des sujets, mais qui peuvent rentrer, quel que soit le sujet auquel on fait référence, ça rentre en fait dans les cordes normales de ce qu'on considère dans la critériologie ESG. Il y a pas, je pense qu'on reste relativement neutre et agnostique là-dessus. Karine, vous avez une Moi, je opinion suis assez d'accord. En fait, je me dis que c'est finalement pas tant des questions de démocratie que de gestion de risque aussi. Là, la Russie, les Ouïghours en Chine, enfin, c'est des sujets qui sont Bien lourds, sûr, vous les avez. compliqués, très, très compliqués dans nos chaînes de valeur. Et voilà, je pense qu'en fait, on ne les aborde pas comme des prises de position politiques démocratiques ou pas démocratiques, enfin, mais vraiment comme de la gestion de risque, en fait. Oui. Non, mais ce que les uns et les autres ont tendance à oublier, je le rappelle, c'est que dans les principes OCDE qu'on est chargé de faire appliquer, ils y sont. Ils sont dedans. Et c'est une construction politique qui date de l'apartheid, qui n'a cessé de s'affiner. La seule chose, parce que là, on ne réinvente rien sur le fond, on l'a, c'est-à-dire qu'une entreprise n'a pas à rentrer dans des choix qui pourraient aller contre les régimes démocratiques, contre les mécanismes démocratiques, c'est-à-dire liberté d'expression, liberté d'opinion, etc. Et par ailleurs, n'a pas à intervenir dans le jeu politique. Ça, vous le trouvez dans les principes directeurs de l'OCDE très clairement. Donc, rien de nouveau sous le ciel. Simplement, c'est les mécanismes d'application qui ne sont pas là. Et du coup, on joue avec. Donc, ça met en cause plutôt, non pas l'énoncé de ces principes qui existent depuis qu'on a bâti les référentiels, mais les mécanismes qui pourront derrière soit judiciariser, il y a des contentieux en cours, soit amener les entreprises à se reposer la question si les États voulaient faire leur job. Voilà. Donc, c'est plus dans la crédibilité des mécanismes RSE que le débat se pose, à mon sens, aujourd'hui, que sur la nouveauté de la problématique. Bon, voilà. Parce qu'elle se pose du fait des injonctions qui ont été faites, notamment le reproche à Larry Fink dans sa fameuse lettre de janvier, et notamment la dernière, de prendre des positions qui dépassent le cadre de son mandat. Et c'est assez intéressant de lire sa lettre parce que les premiers mots de Larry Fink, c'est de dire cet engagement n'est en aucun cas politique et idéologique. Et c'est vrai qu'après, il défend des positions finalement qui sont celles des démocrates américains. Et c'est peut-être ça qui lui est reproché. Et après, tu as raison, c'est vrai qu'il y a encore quand même des positions qui sont prises par les investisseurs. Tu as cité l'apartheid. Le premier produit financier responsable moderne, c'est dans les années 80, c'est l'indice SAFE qui va lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud en proposant un indice S&P qui enlève toutes les entreprises américaines qui sont exposées d'une façon ou d'une autre à l'Afrique du Sud, qui devient notamment après le prix Nobel de la paix de Desmond Tutu en 84, un produit financier énorme qui attire pratiquement $1 trillion de gestion aux États-Unis. C'est énorme et dont tous les historiens, les économistes s'accordent à penser aujourd'hui que ça a accéléré la chute de l'apartheid en asphyxiant financièrement le régime. Enfin, bon. On viendra probablement, de l'actualité nous fournira de la matière
pour nourrir ces discussions-là, on n'en manquera pas. Je trouve que vos deux exposés éclairages sont très, très, très intéressants, tant sur le front de la consommation que sur le front de la finance durable. Donc, je vous en suis très reconnaissant et je pense les participants également. Notre prochain rendez-vous est le 7 octobre. Donc, je rappelle, on fera avec Arnaud une journée sur la mise à jour de toutes les référentiels et de tout ce qui se passe bientôt, donc pour ceux que ça intéresse. Et donc, rendez-vous le 7 octobre pour notre webinaire mensuel qui trouve son rythme de croisière. Merci à tous ceux qui sont là, merci aux experts. Et j'espère comme ça que vous appréciez un peu le recul qu'on essaie de prendre, la perspective qu'on essaie de donner à tout ce brouillard, à toute cette agitation qui fait l'intérêt et le côté passionnant de nos métiers. Merci à vous, bon week-end et merci Arnaud pour l'animation et à Karine et Stéphane et à très bientôt à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Au Bye revoir. bye.